Si vous nous rejoignez, merci de votre fidélité. Bienvenue. Mesdames et messieurs, voici les titres de votre journal. Une délégation en provenance de Monrovia reçue au ministère des Affaires étrangères au cœur des échanges. L'incident impliquant une de nos compatriotes et un agent des forces de l'ordre du Libéria. Nous ferons le point dès le début du journal avec Makeme Dozo. Dans l'actualité encore, la journée mondiale de la population, une occasion chaque année de s'interroger sur les défis liés à la croissance démographique. En Guinée, les autorités et les partenaires se penchent sur l'autonomisation des jeunes. Et pendant ce temps, le ministère du Commerce poursuit sa campagne de nettoyage des unités de production d'eau. Plusieurs sites ont été fermés ces derniers jours pour non-conformité aux normes. Une équipe est sur le terrain pour exécuter la décision ministérielle. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous. Mesdames et messieurs, vous êtes les bienvenus dans ce journal que nous ouvrons par cet important décret lu par le ministre secrétaire général de la présidence de la République, général Amara Kamara. Bonsoir à vous, mon général. Bonsoir, Ibrahima Sori. Décret D 2025 0139 PRG CNRD SGG portant nomination des membres du gouvernement. Le président de la République, vu la charte de la transition, vu la loi L 2018-025 AN du 3 juillet 2018 portant organisation générale de l'administration publique, vu la loi L 2019-027 AN 17 juin 2019 portant statut général des agents de l'État, vu l'ordonnance O 2021-001 PRG CNRD SGG du 16 septembre 2021 portant prorogation des lois nationales, des conventions, traités et accords internationaux en vigueur à la date du 5 septembre 2021. Vu le décret D 044 PRG CNRD SGG du 27 février 2024 portant nomination d'un Premier ministre chef du gouvernement. Vu le décret D 051 PRG CNRD SGG du 5 mars 2024 portant structure du gouvernement. Vu le décret D 2025-0101 PRG CNRD SGG du 30 juin 2025 modifiant et complétant la structure du gouvernement. Vu le communiqué numéro 01 du Comité national du Rassemblement pour le développement CNRD du 5 septembre 2021 portant prise effective du pouvoir par les forces de défense et de sécurité, sur proposition du Premier ministre, chef du gouvernement, décrète, article 1er, les hauts cadres, dont les prénoms et noms suivent, sont nommés dans les fonctions ci-après. 1. Garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, Monsieur Yaya Kairaba Kaba. 2. Ministre de la Défense nationale, Monsieur Aboubakar Sidiki Kamara. 3. Ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, Monsieur Ibrahima Khalil Kondé. 4. Ministre de la Sécurité et de la Protection civile, Monsieur Bachir Diallo. 5. Ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Guinéens établis à l'étranger, Dr Mourisanda Kouyaté. 6. Ministre de l'économie et des finances, M. Mourana Souma. 7. Ministre du budget, M. Fassine Silla. 8. Ministre du plan et de la coopération internationale, M. Ismaël Nabé. 9. Ministre du Travail et de la fonction publique, M. Faya François Bourounou. 10. Ministre des Mines et de la Géologie, M. Bouna Silla. 11.
ministre de l'Industrie et des petites et moyennes entreprises, Dr Diaka Sidibé. 12. Ministre de l'Agriculture, Madame Mariama Siré-Silla, précédemment représentante résidente du groupe de la Banque mondiale en Namibie. 13. Ministre du Commerce, Madame Fatima Kamara, précédemment ministre de la Pêche et de l'Économie maritime. 14. Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation, Monsieur Alpha Bakar Bari. 15. Ministre de l'Enseignement préuniversitaire et de l'Alphabétisation, Monsieur Jean-Paul Sedi. 16. Ministre de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'emploi, Madame Aminata Kaba. 17. Ministre de la Culture et de l'Artisanat, Monsieur Moussa Moïsila. 18. Ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Dr Oumar Gueba. 19. Ministre de l'Environnement et du Développement durable, Madame Djami Diallo. 20. Ministre des Infrastructures et des Travaux publics, Monsieur Laï Sekou Kamara. Ingénieur électro-énergéticien. 21. Ministre de l'Énergie, Monsieur Namori Kamara, précédemment directeur général de la Société de gestion de l'aéroport de Conakry, SOGEAC SA. 22. Ministre de l'Hydraulique et des Hydrocarbures, Monsieur Aboubakar Kamara, précédemment ministre de l'Énergie, de l'Hydraulique et des Hydrocarbures. 23. Ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat et de l'Aménagement du territoire, chargé de la récupération des domaines spoliés de l'État, Monsieur Mori Kondé. 24. Ministre des Transports et porte-parole du gouvernement, Monsieur Ousmane Gawal Diallo. 25. Ministre des Postes, des Télécommunications et de l'Économie numérique, Madame Paula Rose Prissemou. 26. Ministre de la Pêche et de l'Économie maritime, Monsieur Fassou Théa, précédemment conseiller à la primature. 27. Ministre de l'Information et de la Communication, Monsieur Fana Souma. 28. Ministre de la Jeunesse, Monsieur Mamadou Selou Baldé, précédemment député à l'Assemblée nationale de Guinée. 29. Ministre des Sports, Monsieur Bogola Haba. 30. Ministre de la Promotion féminine, de l'enfance et des personnes vulnérables, Madame Charlotte Daffé. 31. Ministre du Tourisme et de l'Hôtellerie, Monsieur Mahamadou Abdoulaye Diallo, précédemment ministre des Infrastructures et des Travaux publics. 32. Ministre de l'Élevage, Monsieur Félix Lama, précédemment ministre de l'Agriculture et de l'Élevage. 33. Secrétaire général du gouvernement, avec rang de ministre, Monsieur Tamba Benoît Kamano. 34. Secrétaire général aux affaires religieuses, avec rang de ministre, Monsieur Karamo Diawara. Article 2. Le présent décret, qui abroge toute disposition antérieure contraire, prend effet à compter de la date de sa signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République, Conakry, le 29 juillet 2025. Signé Général Mamadi Doumbouya. Je vous remercie. Merci à vous, Général Amara Kamara, le ministre secrétaire général de la présidence de la République, pour cet important décret. Dans l'actualité, je le disais tout à l'heure, au sommaire, il y a quelques jours, le ministre des Affaires étrangères prenait la parole au sujet de l'incident impliquant un policier libérien et une de nos compatriotes à Monrovia. Le dossier connaît désormais une évolution allant dans le sens de l'apaisement
Hier après-midi, le chef de la diplomatie guinéenne a reçu un envoyé spécial du président libérien, un entretien cordial et fraternel alors que les enquêtes se poursuivent autour de l'agent incriminé. Makeme Donzo. Le dossier avait pris une tournure diplomatique avec la mise en place d'un espace de dialogue direct entre les deux capitales. Les actes subis par notre compatriote Diéné Bouba ont suscité beaucoup de questions et de réactions. En prenant la parole dès le lendemain, Dr Mourisanda Kouyaté avait immédiatement condamné les agissements du policier et demandé des réponses. C'est dans ce cadre qu'il reçoit ce lundi l'honorable Cheikh Al-Mustafa Kouyaté, ministre d'État chargé des affaires présidentielles, envoyé spécial du président de la République du Libéria, son Excellence Joseph Nyouma Boakai. Ce dernier est porteur d'un message d'apaisement et de coopération au président de la République, son Excellence, le général Mamadi Doumbouya. Today we have come with a clear message from His Excellency President Joseph Nyouma Boakai, President of Liberia. Nous sommes venus en tant qu'émissaires spéciaux envoyés par le chef de l'État libérien pour dire au gouvernement libérien, au gouvernement guinéen et au peuple de Guinée que l'action qui a eu lieu à Monrovia entre Zenaba et un policier libérien, nous regrettons l'acte. Non seulement regrettons, mais nous condamnons cet acte. Car pour nous, tout Africain, surtout tout Guinéen qui vient sur le sol libérien est automatiquement libérien. Parce que c'est même dans notre constitution que tout Africain qui touche le sol libérien devient libérien. Le chef de la diplomatie guinéenne suit personnellement l'évolution de ce dossier. Il est entré en contact direct avec la victime et a mis en place, au nom du chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, un plan d'accompagnement financier et psychologique pour la soutenir. But investigation is ongoing right now. We ensure that justice will prevail. Nous regrettons surtout que c'est une femme. Notre pays, vous le savez, notre pays, nous avons beaucoup de sentiments pour les femmes. Nous avons produit la première femme présidente du continent. Donc nous sommes venus dire au peuple de Guinée que non seulement nous regrettons, mais nous condamnons cet acte. Et cet acte sera investigué, ça sera résolu. Nous allons faire tout ce qui est humainement possible pour que nous aurons la vérité sur cette affaire. Mais en attendant, nous sommes venus spécialement pour dire au peuple de Guinée, pardon. Conakry et Monrovia sont toujours très proches. La coopération bilatérale entre les deux pays est au beau fixe depuis plusieurs décennies. Journée mondiale de la population, couplée au lancement du rapport sur l'état de la population mondiale, un événement qui mobilise à Conakry, membres du gouvernement et représentants d'institutions internationales. Le thème choisi pour cette année est « Autonomiser les jeunes pour qu'ils créent des familles qu'ils souhaitent dans un monde équitable et porteur d'espoir ». Des détails avec Abakar Djabi et Morla Issouma. À Conakry, plusieurs membres du gouvernement, les représentants des institutions internationales en poste en Guinée et les citoyens prennent part à la célébration de la Journée mondiale de la population et lancement du rapport sur l'état de la population mondiale. Ils échangent autour des nouvelles orientations portant notamment sur la croissance socio-économique et professionnelle dans tout le pays. Cette année, le thème retenu pour la journée est « Autonomiser les jeunes pour qu'ils créent les familles qu'ils souhaitent dans un monde équitable et porteur d'espoir ». Nous avons également l'immense honneur de procéder aujourd'hui au lancement ou à la remise officielle du rapport mondial 2025 sur l'état de la population. Un document phare qui, chaque année, dresse le portrait de notre humanité, alerte sur les déséquilibres, mais aussi éclaire les chemins du progrès. Ce rapport, que je vous invite à lire avec attention, met en lumière les dynamiques de la population, du changement climatique sur les populations vulnérables, mais surtout l'urgence d'investir dans le capital humain. Ainsi, des structures de jeunesse et autres acteurs intervenant dans la couche juvénile ne sont pas en reste. Le but est clair, faire des plaidoyers en accompagnant les activités de développement durable et inclusif dans tout le pays. Dont on est en train de parler au gouvernement et le dialogue avec le gouvernement et l'ensemble des parties prenantes, le Conseil national de la jeunesse, le secteur privé, c'est quelles sont les meilleures décisions à prendre aujourd'hui en termes d'investissement sur les services publics,
sur les infrastructures, sur les opportunités, la création d'opportunités d'emploi, afin que la jeunesse d'aujourd'hui puisse s'épanouir. Par ailleurs, le développement des compétences, l'accès à l'emploi et l'auto-emploi des jeunes figurent dans le plan d'action de cette journée mondiale de la population. Des questions sur la démographie ont été pensées au pays fin par la coordination du système des Nations Unies pour booster le bonheur partagé entre les couches sociales du pays. Le ministre de l'Habitat était, lui, à l'Abbé Mori Condé, a lancé sur place les travaux de l'atelier d'installation et d'information des membres des comités de pilotage des schémas régionaux d'aménagement et de développement. C'est un outil d'utilité publique qui permet la mise en œuvre des plans de développement local, des plans en harmonie avec les politiques et stratégies nationales en cours et en perspective. Sarafine Diallo et son enseignant. Les schémas régionaux d'aménagement et de développement constituent un outil stratégique pour concrétiser les plans de développement local en cohérence avec les politiques nationales et les objectifs de développement durable. C'est dans ce cadre que le ministère du Plan, à travers la Direction nationale du Plan, a lancé à l'Abbé un atelier d'installation et d'information des membres des comités de pilotage technique et régionaux. Le message fort au niveau des collectivités décentralisées, c'est de croire au programme économique, socio-économique et durable et responsable, le programme Simalou 2040, et de croire aux schémas régionaux d'aménagement et de développement, de croire à tous les documents de planification. Si nous suivons réellement le schéma et la planification que le ministère du Plan et de la coopération mettent à la disposition, et si nous veillons à l'exécution de ce programme, on va trouver que ces localités vont bénéficier des infrastructures idoines. Représentant le ministre du Plan, Mori Condé a officiellement lancé les travaux. Dans une déclaration franche, il a souligné les atouts d'une coordination efficace des investissements à l'échelle locale pour un développement structuré. Il revient désormais au gouverneur, au préfet et au sous-préfet qui assurent déjà la tutelle auprès des collectivités de veiller sur la mise en œuvre correcte de ces instructions et de faire telle sorte que tous les investissements qui doivent se faire dans les collectivités puissent être alignés aux planifications préalablement établies et validées par le ministère en charge de la planification. Au terme des échanges, les administrateurs territoriaux, acteurs de la société civile, secteur privé et partenaires techniques de la Moyenne-Guinée repartent mieux outillés. On va parler maintenant de l'innovation universitaire. La Guinée et la Belgique renforcent leur coopération scientifique. Les deux pays ont signé un accord opérationnel baptisé FRIT, Fragilité, Innovation, Territoire. Ce projet ambitieux vise à promouvoir l'innovation et à dynamiser l'écosystème entrepreneurial dans les institutions d'enseignement supérieur de Guinée. On fait le point avec Mounir Bari et Amarako Bassouma. Cette convention traduit la volonté des deux pays de relancer une coopération scientifique forte et structurante portée par le ministère de l'Enseignement supérieur à travers sa direction générale de l'innovation. Le projet FRIT, Fragilité, Innovation, Territoire, met l'accent sur l'appui à l'innovation et à l'entrepreneuriat au cœur de l'université. La structure d'enseignement de Guinée, dès que nous avons eu de moins en moins d'interactions avec le secteur privé, il y a une asymétrie d'information entre ce que nous faisons à l'intérieur des universités, ce dont le marché a besoin en termes d'emploi et en termes d'entreprise. Ce gap est en train d'être résorbé parce que nous sommes en train de plus en plus d'inviter le secteur privé dans la co-construction de nos contenus de formation. Enabel, l'agence belge de coopération et la direction générale de l'innovation s'allient pour mettre en place des espaces d'appui à l'entrepreneuriat, renforcer les compétences opérationnelles de jeunes entrepreneurs et créer un environnement favorable à l'innovation. Cette activité aujourd'hui qui nous réunit a pour objet de sceller un partenariat effectif qui va durer sur les 2 années à venir, nous permettant de renforcer déjà l'écosystème d'innovation dans nos institutions, de déployer de nouveaux espaces d'innovation dans nos universités et également d'explorer tous les aspects liés à nos territoires de recherche anthropologique. L'un des grands projets, c'est le projet qui s'appelle FRIT, Fragilité, Innovation et Territoire, donc qui accompagne le ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation dans le cadre de l'écosystème innovation en République de
Guinée, notamment au niveau des institutions d'enseignement supérieur. Le ministère de l'Enseignement supérieur poursuit ses efforts pour faciliter l'insertion socio-professionnelle des jeunes diplômés. Étudier ailleurs pour mieux servir la Guinée, c'est le pari de nombreux jeunes Guinéens qui, grâce à la bourse Chevening, ont vu leurs ambitions franchir les frontières, fruit d'un partenariat dynamique entre la Guinée et le Royaume-Uni. Ce programme d'excellence est à nouveau sous les projecteurs. Les anciens boursiers se retrouvent au cours d'une rencontre qui marque le lancement de leurs activités annuelles. Marie-Angélique Bangoura. Arrivée en Guinée en 2014, la bourse Chevening, initiative du gouvernement britannique, a permis à une nouvelle génération de Guinéens de rejoindre les meilleures universités du Royaume-Uni. Mais au-delà du diplôme, c'est une mission qui se poursuit. Fédérés au sein d'une association active, les anciens lauréats mettent leur expertise au service du pays. Lors de leur rencontre annuelle, ils ont présenté un plan d'action ambitieux axé sur le mentorat. C'est justement faire la sensibilisation, c'est faire la communication autour du programme pour que le maximum de jeunes, le maximum de professionnels du secteur privé comme du secteur public soient informés, les accompagner à deux phases. La phase déjà de la candidature, parce que la plupart ne savent pas comment candidater, parce que c'est aussi crucial, autant la soumission du dossier, mais aussi la préparation à aller défendre sa candidature devant un panel, un jury qui est constitué auprès de l'ambassade ici. Avec les Chevening Alumni, nous avons discuté du rôle qu'ils doivent jouer aujourd'hui dans le développement socio-économique du pays, que ce soit dans l'information, dans la formation, et dans l'encouragement des autres, non seulement à postuler pour ces bourses, mais à revenir contribuer au sein de la société, partager leur expérience au retour de leur formation. Bien qu'une simple bourse, Chevening est un levier d'engagement citoyen et de leadership éclairé. L'ambassadeur du Royaume-Uni, présent à la cérémonie, a salué cette dynamique, soulignant l'importance de la diplomatie du savoir et des liens humains dans le renforcement de la coopération bilatérale. Chaque boursier s'engage à revenir en Guinée et à y contribuer pendant au moins 2 ans et beaucoup vont bien au-delà. Les anciens boursiers sont aujourd'hui actifs dans l'administration politique, publique, l'éducation, le droit, la santé, l'entrepreneuriat et la société civile. Comme chaque année, les candidatures pour la bourse Chevening ouvriront en août. En coulisses, les anciens boursiers se mobilisent bénévolement pour accompagner les aspirants. Conseil, coaching, orientation, une chaîne de solidarité au service d'une ambition commune. Dans l'actualité encore, l'école normale des professeurs de l'enseignement technique et professionnel accueille une session de formation dédiée aux gestionnaires d'établissements publics, une initiative du ministère de l'enseignement technique qui vise à harmoniser les pratiques de gouvernance scolaire et à améliorer la qualité de la formation dans tout le pays. Moussa Komara. Ils sont venus de toutes les régions de la Guinée, porteurs d'une même ambition, mieux encadrer, mieux gérer un établissement technique et professionnel. Une telle formation est une grande chose pour nous. Je saurais me comporter de plus envers mes adjoints. Comment me tenir avec eux? Parce que dans le groupe, tu reçois tout le monde. Durant plusieurs jours, ces responsables pédagogiques vont plancher sur plusieurs thématiques. L'ambition, améliorer le pilotage des établissements sur l'ensemble du territoire national. On forme ces chefs d'établissement en direction et projet d'établissement tout simplement pour qu'ils puissent prendre en compte les vraies préoccupations de la localité, de leur localité. Initiée par le ministère de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'emploi, cette session de formation s'inscrit dans une dynamique nationale de réforme et de professionnalisation du secteur. Une démarche qui s'inscrit dans la vision Simandou 2040. Dans le cadre du programme Simandou 2040 et surtout de Simandou Academy, nous avons pour obligation de former des formateurs et de former des gestionnaires qui sont capables de pouvoir faire de nos écoles d'enseignement technique et professionnel des écoles d'excellence. À l'AMPET, c'est toute une équipe de gestionnaires qui se réarment pour relever les défis d'un enseignement technique performant tourné vers l'avenir.
Dans l'actualité encore, dans les préfectures de Bofa et Fria, la société AGB2A GIC vient de lancer une double campagne de sensibilisation. La première porte sur les risques d'intempéries en cette saison de pluie. La seconde est relative au contenu du projet de nouvelle constitution. Deux activités importantes pour la réussite desquelles la société a fait don d'équipements de protection. Reportage Bakari Bamba Kondé. Alors que la saison des pluies bat son plein, la société minière AGB2A GIC, opérant dans les préfectures de Bofa et Fria, a lancé une campagne de sensibilisation communautaire axée sur la prévention des risques liés aux intempéries et à la vulgarisation de la nouvelle constitution. Dans les sous-préfectures de Soumouyadi, Rouréalande et Tormeleng, elle a réaffirmé son engagement envers la communauté. L'objectif est de préparer et de protéger les populations locales face aux défis que représente cette période de l'année marquée par de fortes pluies. Vous aurez plus de 404 personnes sélectionnées à travers les zones qui sont impactées par le projet et qui vont suivre de façon pédagogique qu'est-ce que c'est d'abord qu'une constitution, quelles sont les caractéristiques de la nouvelle constitution et en quoi elle est différente des anciennes constitutions et en quoi elle est dynamique et elle projette la Guinée de l'avenir. Au cours de rencontres organisées, les populations ont été informées des dangers potentiels tels que les inondations, les glissements de terrain et les maladies liées à l'humidité. Les parapluies, bottes et imperméables ont été distribués aux populations des sous-préfectures concernées. Nous sommes très satisfaits de la société AGB2A GIC pour ces dons très précieux pour notre communauté. Et nous sommes très réconfortés et nous disons très bien à l'administration générale, merci pour toutes les dispositions qui sont prises en faveur du bien-être de nos communautés. En parallèle, les citoyens ont été informés sur leurs droits fondamentaux dans la nouvelle constitution et les avantages liés à leur participation massive au référendum du septembre prochain. C'est à Bofa que moi-même j'ai parlé de septennat. Et quand j'ai retrouvé dans le septennat dans l'article 44, j'ai dit Alhamdulillah Rabbil Alamin. Avec cette double approche alliant la sensibilisation aux risques liés aux intempéries et vulgarisation des droits constitutionnels, la société AGB2A GIC démontre sa détermination envers le développement durable et le bien-être des populations locales. Pour la vulgarisation du projet de nouvelle constitution, d'autres initiatives d'envergure renforcent les actions des autorités. La Direction nationale d'aménagement des infrastructures minières ANAIM était aux côtés des populations de Fourekaria. Plusieurs endroits stratégiques de la préfecture ont été ciblés pour expliquer les innovations majeures contenues dans ce document. Abakar Djabi, Souleymane Kondé. L'Agence nationale d'aménagement des infrastructures minières ANAIM suit sa mission de vulgarisation du projet de nouvelle constitution sur le terrain. Après les étapes de Bofa et Bouké, c'est au tour de la cité de Fodé Katibi Touré d'accueillir la mission. Par une pédagogie accessible à tous, la sensibilisation a permis aux populations de Fourekaria de comprendre le caractère national et rassembleur de la nouvelle constitution. Le message phare qui a été véhiculé ici, c'est surtout le fait de dire aux gens que c'est une nouvelle constitution qui a été faite à l'image des Guinéens. On a beaucoup insisté sur les nouvelles innovations de la nouvelle constitution, notamment le fait que l'éducation soit maintenant obligatoire et gratuite jusqu'à l'âge de 17 ans. Ça, c'est un. Deuxièmement, la couverture santé universelle. Au cours de cette sortie, plusieurs endroits stratégiques de la préfecture de Fourekaria sont parcourus pour dévoiler au grand public le contenu de la nouvelle constitution. C'est avec beaucoup de plaisir que nous recevons cette délégation. C'est avec beaucoup de plaisir que nous l'accompagnons. C'est avec beaucoup de plaisir, nous, Fourekaria, nous accompagnons cette constitution. De la préfecture au siège du patriarche, en passant par le district de Konta. Partout, les messages véhiculés sont attentivement écoutés par les différentes composantes de la société pour une large compréhension de la loi fondamentale. C'est une constitution qui nous rassemble et qui nous ressemble. Sur ce, je vous demanderai humblement pour que nous puissions bâtir une Guinée forte et prospère. Il faut qu'on soit ensemble. Cette séance d'information met en exergue les améliorations du système éducatif guinéen, du secteur de la santé, de la promotion des initiatives féminines et de la formation professionnelle pour le développement socio-économique de la République de Guinée.
Dans le processus de vulgarisation de ce projet de nouvelle constitution, une attention particulière est également portée aux personnes vulnérables. Il s'agit de garantir que des personnes handicapées, des femmes ou encore des enfants ne soient pas laissés de côté. Les autorités misent donc sur leur implication dans la promotion et la compréhension de ces réformes institutionnelles. Souleymane Kamara et Mohamed de Kamara. C'est une campagne d'information autour du contenu détaillé du projet de nouvelle constitution. Elle prend une dimension plus directe et plus proche des populations. Des cadres du ministère de la promotion féminine, de l'enfance et des personnes vulnérables se mobilisent pour vulgariser le projet de nouvelle constitution. Au premier de la sensibilisation des personnes en situation de handicap, le contenu et l'importance des 199 articles de ce texte fondamental sont expliqués. Les directions ont été invitées, comme vous l'avez vu, à chaque tendance à démultiplier au sein de ces directions. Mais au-delà de ces directions, il a été également demandé à chaque cadre de dupliquer ce talent-là au niveau de sa famille et de celui de ses endroits qui sont propres. Sur le terrain, des équipes pluridisciplinaires organisent des séances de dialogue adaptées aux différents publics, notamment aux personnes vulnérables. Cette rencontre a été vraiment bénéfique parce que si nous ne connaissons pas ce que veut dire cette nouvelle constitution, nous ne pouvons pas l'adopter librement. Donc nous savons maintenant ce qui est dedans. Nous savons ce qu'elle nous explique, ce qu'elle nous profite et nous connaissons nos droits et nos devoirs. Vraiment, c'est une bonne chose pour nous. Le projet de nouvelle constitution en cours de vulgarisation revêt un caractère très inclusif, à la fois pour les personnes en situation de handicap, pour les personnes de troisième âge, mais aussi pour la famille. En ce qui concerne la famille, déjà au niveau de l'article 25, la famille est considérée comme étant la base de la société humaine. Mais fait important à relever à ce niveau-là, c'est que le mariage est établi entre un homme et une femme. À travers cette action, le gouvernement associe les personnes vulnérables afin de garantir au-delà d'une adoption massive de la Constitution. Et pendant ce temps, une mission de la Haute Autorité de la Communication vient de séjourner en Haute-Guinée, à Sigiri et à Kankan. L'équipe a restitué aux journalistes les résolutions du forum récemment organisé à Conakry, un forum qui a porté sur l'avenir de la presse en Guinée et sur des solutions pour l'exercice libre et responsable du métier dans notre pays. Le point avec notre correspondant sur place, Elhaj Fodé Bangali Fofana. Dans la région de Kankan, des commissaires de la Haute Autorité de la Communication HAC venus à la rencontre des professionnels de médias. Sigiri et Kankan sont les deux préfectures où les deux commissaires de la HAC ont été reçus. C'est essentiellement pour assainir la profession, mais aussi sauver les vrais journalistes, soigner la corporation et être dans les normes pour faire respecter les lois de la République. Devant ces hommes de médias de la région de Kankan, le commissaire Elhaj Fodé Fofana a parlé de la convention collective, de l'autorégulation qui est l'observatoire guinéen des médias. Il a également parlé de la valeur de la carte professionnelle, cette qualité qui s'ajoute désormais à celle du journaliste dans l'exercice de son métier. C'est d'être respectueux des lois qui régissent l'information de la communication. C'est jouer juste notre rôle et occuper notre place dans la société pour qu'il y ait la paix, la cohésion sociale. Nous voulons que nous soyons des hommes de médias, des journalistes et techniciens libres, professionnels, responsables. Voilà. Au cours de ce séjour de travail ici à Kankan, les deux commissaires de la HAC ont rendu une visite de courtoisie au gouverneur de la région. Visiter les installations de monitorage de l'institution à la radio rurale de Kankan avant de visiter le chantier pour la construction du siège de l'antenne régionale de la HAC à Kankan. On en vient maintenant à ces nouvelles adhésions au sein de la Confédération générale des entreprises de Guinée. Ils ont été présentés, ces membres, ce mardi au siège de la Confédération, ici même à Conakry. Ces nouveaux adhérents s'engagent à renforcer la solidarité patronale et à défendre l'intérêt des travailleurs. Une cérémonie qui a connu une forte mobilisation des opérateurs économiques, Falilou Diallo et Abdul Karifa Keïta. C'est
C'est une nouvelle entrée à la Confédération générale des entreprises de Guinée CGGI. De nouveaux membres rejoignent la grande famille du patronat guinéen, bien décidé à jouer son rôle de moteur du développement national. Le patronat, c'est un réseautage, c'est pour nous donner plus d'opportunités, plus d'ouverture et permettre aux femmes, parce qu'on a besoin des femmes dynamiques en Guinée. Moi, je pense que le patronat est la porte-clé pour nous ouvrir ces portes-là et nous réunir. Être à la table des patrons dans un pays, c'est un mérite, c'est un accomplissement. Il faut reconnaître que la dynamique qui est empruntée aujourd'hui par les autorités, il faut forcément être dans une telle organisation pour que demain, nous puissions essayer de défendre les causes de nos entreprises. Depuis son unification et sa dernière assemblée générale, la CGGI ne cesse de s'agrandir. Plus de 120 entreprises adhérentes directes et plus de 1500 sociétés membres. Le président de la République souhaite voir des hommes guinéens, des entreprises guinéennes puissantes, des entreprises guinéennes qui puissent représenter le monde des affaires guinéen. Et à cela, la CGGI est ouverte à toutes les entreprises guinéennes et internationales qui sont en Guinée pour que le monde des affaires guinéen ait un interlocuteur qui puisse défendre les intérêts des entreprises et des travailleurs. La nouvelle vague d'opérateurs économiques intègre officiellement la maison commune du secteur privé. Un engagement concrétisé par la remise d'attestations de membership aux nouveaux adhérents. Au même moment, je le disais également au sommaire de ce journal, la croisade contre les unités de production d'eau ne connaît aucun répit. Depuis quelques jours maintenant, des missions du ministère du Commerce sont déployées sur le terrain. Elles ont pour mandat de fermer ces quelques 1724 unités qui ne répondent pas aux normes. Partout, vous allez le voir, entre absence de documents administratifs et manque d'hygiène, le constat est tout simplement alarmant. Abdul Karim Kamara. Le 17 juillet dernier, un arrêté de la ministre du Commerce, Industrie et PME interdisait la production d'eau sur toute l'étendue du territoire. Dans la foulée, les opérations de fermeture des 1724 unités concernées sont enclenchées. Ici, au quartier kényan, commune de Dixine, une équipe du ministère arrive pour fermer cette unité. Soudain, notre équipe de reportage est prise à partie. La propriétaire de la PME, c'est elle qui ne veut pas du tout qu'on oriente la caméra vers elle, alors qu'elle n'est pas dans les règles. Donc nous sommes ici à l'eau kényen et voyez-vous, cette eau vraiment mérite d'être fermée. Les conditions d'hygiène sont très complexes. L'usine est logée dans un garage. Dans un garage où vous voyez la saleté, on ne peut même pas décrire ce qu'il y a là. Depuis quelques jours, ces opérations de fermeture des unités de production d'eau se poursuivent à Conakry et dans l'arrière-pays. Partout, le constat est le même. Dans les installations où sont produites ces eaux, l'hygiène, l'on en accure au profit de l'intérêt personnel. Et la plupart de ces unités de production d'eau sont installées dans les familles et les conditions sanitaires sont extrêmement dangereuses. Donc, cela prouve à suffisance que l'État a eu raison de prendre les mesures fortes. La Guinée n'est pas une poubelle industrielle. Tout Guinéen a droit à créer une unité industrielle, mais à condition que cette création obéisse aux normes. Cette mesure de fermeture est appliquée à 3 catégories d'unités de production d'eau. Dans la première catégorie, ce sont des unités qui n'ont aucun document administratif, en même temps ne produisent pas de la qualité. Ensuite, celles qui n'ont pas de documents mais produisent de la qualité. Et la troisième catégorie concerne les unités qui ont les documents, mais la qualité fait défaut. Merci Abdul Karim Kamara. Dans la commune rurale de Koundjan, le plan de développement local pour améliorer l'accès aux infrastructures sociales de base devient de plus en plus une réalité. Plusieurs travaux sont lancés pour répondre aux besoins des populations. C'est un effort de la délégation spéciale qui vise à appuyer des initiatives locales en matière d'éducation, de santé et de leadership féminin. Yamokaba. Dans le Wassolon profond, Koundjan, aujourd'hui un vent de renouveau souffle sur cette commune rurale de Mandiana en touchant l'éducation à la base. Les travaux de construction du tout premier collège sont lancés pour encourager l'apprentissage en milieu rural. Un effort de la délégation spéciale pour afficher
l'engagement des autorités compétentes. Nous avons constaté que les enfants de l'EULA se déplacent d'aller faire le collège dans la sous-préfecture de Kouaïran. Et c'est difficile qu'on entend ça dans notre CR. Donc on s'est réuni maintenant de créer le collège à l'EULA pour que les enfants puissent bien étudier dans leur village respectif. S'il y a un collège de proximité, ça va encourager les enfants à étudier auprès des parents et ça va améliorer les statistiques aussi, le taux d'alphabétisation au niveau de la préfecture de Mandiana. Le plan de développement touche le secteur de la santé. Des salles de maternité sont attendues pour offrir de meilleures conditions aux consultations prénatales. Avantage, réduire des évacuations sanitaires en luttant contre la mortalité maternelle et infantile. Si la population s'élève, je prends conscience de la nécessité de construire une maternité au bénéfice de la population locale. Donc en tant que DPS, vraiment, je suis ravi à cause d'un titre. Dans le registre d'autonomisation des femmes et filles, un nouvel acte est posé. Bientôt, elles vont se rencontrer pour discuter sur des opportunités susceptibles de changer leur vie. Et nous sommes dans des zones minières, il y a beaucoup de violence parce que les enfants sont abandonnés. Mais quand ils sont regroupés dans un centre, c'est bon. On apprend là-bas et ça diminue les charges. Tout cela s'inscrit dans le cadre de l'amélioration des conditions de travail et de vie de toute la population en général. Et ça s'inscrit dans le cadre du développement. À Koundian, le développement local durable prend forme pour répondre aux multiples aspirations des habitants. Ces acquis posés sont perçus davantage comme des actions salvatrices bien accueillies au sein de la communauté. Et voilà qui nous amène à parler de la mise en œuvre des activités de la santé communautaire. Nous allons tout de suite prendre la direction de Dalaba qui vient d'abriter la réunion des acteurs de la plateforme technique nationale multisectorielle. La rencontre vise à définir de nouvelles orientations pour mieux aborder les questions de santé dans les communautés. 3 jours de travaux au cours desquels plusieurs thématiques sont abordées. Tcherno Maroufba, Mohamed Mpati Kamara. Inscrite parmi les programmes prioritaires du département de la santé et de l'hygiène publique, la santé communautaire concentre les efforts des autorités pour préserver les acquis des techniciens venus des départements de la santé, de l'administration du territoire, de la société civile et des institutions partenaires se retrouvent pour définir les orientations du département dans le cadre du développement du système de santé. Il s'agira également d'identifier les efforts et les faiblesses dans la mise en œuvre des activités. Nous organisons cette instance qui est une coordination multisectorielle et au cours de laquelle nous invitons plusieurs parties prenantes afin de discuter les questions de santé communautaire et ensuite trouver des solutions. Pour cette rencontre, nous avons pu partager les résultats de 3 trimestres de l'année 2025, au cours de laquelle il y a eu des difficultés que les acteurs rencontrent sur le terrain qui ont été partagées avec l'ensemble des participants. Cette réunion des acteurs de la plateforme technique nationale multisectorielle sur la mise en œuvre des activités de la santé communautaire a été pour les parties prenantes de faire des recommandations afin de rehausser les interventions de la Direction nationale de la santé communautaire et de la médecine traditionnelle. La stratégie nationale de santé communautaire constitue un instrument pour l'application du Code des collectivités qui vise à transférer une partie des compétences et des pouvoirs de l'État aux collectivités locales. Pour la réussite de ce programme, il est important d'organiser des rencontres périodiques pour évaluer le niveau de réalisation des activités, partager les expériences, identifier les insuffisances et proposer des pistes de solutions concrètes en vue d'une mise en œuvre harmonieuse impliquant toutes les parties prenantes. À cette rencontre semestrielle de Dalaba, des exemplaires du projet de nouvelle constitution ont été mis à l'ensemble des participants pour permettre à chacun de s'approprier le contenu de ce texte constitutionnel. Dans le reste de l'actualité, 100 jeunes entrepreneurs, hommes de carrière et porteurs de projets vont être sélectionnés sur l'ensemble du territoire national. La commune de Ratoman constitue la première localité à bénéficier de cette initiative. 10 jeunes entrepreneurs de la commune sont sélectionnés dans le cadre de ce programme. Ils vont bénéficier d'un accompagnement en vue de faciliter leur insertion socio-professionnelle. Sekou Souma et Salih Oussila.
Issus de la commune de Ratoma, entrepreneurs, professionnels et porteurs de projets ont défendu leur initiative devant un jury. Après une journée d'évaluation rigoureuse, 10 projets ont été retenus. 3 portés par des entrepreneurs, 4 dans le domaine des métiers et 3 par des jeunes porteurs de projets. Notre objectif, c'est de sélectionner 100 jeunes que nous allons financer, 100 jeunes que nous allons subventionner pour les métiers porteurs et 300 que nous allons insérer au pôle emploi à travers la Confédération générale des entreprises et le secteur privé avec qui nous sommes en partenariat. L'initiative portée par la coopérative Jeunes pour le développement durable suscite une grande satisfaction chez les bénéficiaires. Elle sera prochainement étendue aux communes de Sonfonia, Dubrika ainsi qu'aux régions de l'intérieur du pays. Nous demandons juste l'écoute, soutien et l'accompagnement. La jeunesse guinéenne est talentueuse, elle est résiliente et elle est bordante d'idées. Mais elle a besoin d'un environnement favorable pour transformer son potentiel en des actions concrètes. Ça fait maintenant 3 ans que je travaille sur un projet de transformation des fruits dans notre pays. Jusqu'à date, j'ai tapé à plusieurs portes, rencontré beaucoup de gens, mais je n'ai jamais eu de financement ni d'accompagnement. Aujourd'hui, grâce à cet atelier, j'ai enfin eu la chance d'être écouté, entendu, accompagné, afin que je puisse concrétiser ce projet qui me tient à cœur depuis tant d'années. La coopérative ambitionne de soutenir les jeunes dans l'organisation et la structuration de leurs projets pour favoriser leur réussite. Ces jeunes sont principalement des étudiants, diplômés, employés, entrepreneurs ou porteurs d'idées. Et puis la 10e édition des Journées du Chargeur vient également de se tenir à Pointe-Noire au Congo. C'est une rencontre qui réunit les acteurs clés du secteur portuaire, des transports, des douanes, ainsi que les représentants des chargeurs venus de plusieurs pays du continent. La Guinée, qui en assure désormais la vice-présidence, était représentée par le directeur général du Conseil guinéen des chargeurs, Abraham Christophe Conté. L'événement marque la 10e édition des Journées du Chargeur africain. Elle est placée sous le thème « Les conseils des chargeurs face aux enjeux contemporains des transports maritimes et du commerce international ». Cet événement organisé par le Conseil congolais des chargeurs a réuni les pays membres de l'Union des conseils africains. Les experts et acteurs de la chaîne logistique des transports guinéens ont pris part à la rencontre. Objectif, renforcer la coopération entre les pays côtiers, véritables portes d'entrée maritime. Dans le processus de cette grande rencontre internationale, la Guinée a mis en avant ses réformes en cours, notamment la mise en place d'un guichet unique et les efforts pour renforcer les capacités des opérateurs économiques nationaux. La participation guinéenne a été saluée par son engagement en faveur de la coopération régionale, ce qui lui a permis d'occuper désormais la vice-présidence par le biais du directeur général du Conseil guinéen des chargeurs, Lansine Keita. La 10e édition des Journées du Chargeur se referme sur une note d'engagement renouvelée des pays participants à œuvrer ensemble pour une logistique plus fluide, plus moderne et au service du développement économique. Une nouvelle équipe dirigeante pour Rotary Club Conakry. L'équipe entrante va poursuivre l'œuvre en faveur des couches défavorisées pour atteindre les objectifs. Les nouveaux cadres comptent engager une synergie d'action conformément au thème de ce nouveau mandat, unir pour faire le bien. Ousmane Ba et Salif Oussila. Après un mandat bien rempli, ces Rotariens passent la main à une nouvelle équipe dirigeante des 4 clubs de Rotary Conakry. La cérémonie se déroule autour d'un dîner. De l'engagement de chacun, l'on passe à la série du port de collier qui atteste la solennité et la haute portée de la mission que ces acteurs doivent remplir pour 2025-2026. Un mandat qui s'annonce avec promesses et défis. L'année Rotary qui s'ouvre devant vous s'annonce riche de promesses et de défis. Après la magie du Rotary, voici venu le temps d'un autre bel engagement. Cette continuité entre magie et unité donne tout son sens à votre mission. Nous vous tendons ce soir nos colliers, symboles d'honneur, mais aussi de devoir. La nouvelle équipe entend poursuivre la mission avec une vision éclairée.
explorer de nouvelles pistes et engager une synergie, comme pour coller au thème « Unis pour faire le bien ». Comme le disait notre fondateur Paul Harris, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Nos 4 clubs, le club Rotary de Conakry, le club Rotary Conakry Ousmane Haribo, le club Rotary Conakry Ratoma et le club de Conakry Elite partagent la même vision, servir notre communauté et laisser un héritage durable. Avec un sens du devoir vis-à-vis des couches défavorisées, Rotary œuvre pour la paix, la santé, l'éducation, l'hygiène et la protection de l'environnement, entre autres. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain pour d'autres actualités de la Guinée, notre paramètre de richesse et d'innovation. En attendant, je vous souhaite à tous de passer une belle soirée en compagnie de nous.